L'évaluation. Alors il a dit, mais il peut y avoir plusieurs fonctions. L'évaluation peut porter sur les produits, c'est-à-dire sur ce que fait l'élève, parce qu'on considère que c'est ce qui est important à voir. L'évaluation peut porter sur autre chose, sur la façon dont l'élève s'y prend pour réaliser le produit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, il l'a dit lui-même. C'est-à-dire que la façon dont je m'y prends pour arriver à ce résultat, même si ce résultat n'est pas le bon, fait que cette façon peut être prise en considération comme étant une voie vers la bonne façon de s'y prendre. Et ensuite, on peut essayer aussi de faire rentrer dans l'évaluation quelque chose qui est de l'ordre d'un processus que l'élève a enclenché et qui fait que ce qu'on va regarder, c'est moins la façon dont on s'y prend, moins le produit réalisé, que cette dynamique qu'a l'élève pour aller vers quelque chose qui va lui permettre, peut-être à terme, de faire un bon produit ou de le faire correctement. Autrement dit, on va plus regarder le processus de son évolution que la manière dont il s'y prend pour réaliser un produit et le produit lui-même. Vous voyez qu'on a trois choses à regarder en même temps et que si on n'en regarde qu'une, eh bien finalement, on donne un sens particulier à l'évaluation. Nicolas? Par rapport à l'évaluation, il y a deux, trois éléments en réflexion. La première, juste, je suis pas d'accord avec toi sur l'école, la bonne réponse avant et ainsi de suite. Je pense que l'image. Ça m'étonne pas. Et ça t'étonnera pas. L'évaluation, effectivement, je trouve que c'est la forme représentative qu'elle a. Je m'explique. On dit parfois que l'école, c'est la bonne réponse au bon moment. Ça s'illustre sur les STAB, par exemple, où les élèves ont des super notes en CCF, puis en formatique, ils ont de mauvaises notes. Effectivement, l'école leur demande la structure, pas ce qu'on y fait dedans, mais la structure, les codes sociaux. Il faut avoir une bonne note en CCF pour avoir l'examen, répondre au code social de l'école. Voilà. Ce qui veut dire que derrière, ça pose la question de l'évaluation réelle des compétences acquises durant leur cycle de formation. Et la forme représentative, c'est si on reste en note sur l'acquisition de certaines compétences, est-ce que c'est positif sur l'acquisition des élèves? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer sous une autre forme, les couleurs par exemple, sous un autre temps d'évaluation? Est-ce que l'évaluation doit être posée à un moment, et ainsi de suite? Voilà. Et je trouve que globalement, on a, ce qui naturellement nous donne aussi notre action en tant qu'enseignant, pour qu'on pose les choses, la forme que va prendre l'évaluation. Et nous, on nage au travers de l'ensemble de ces différents éléments. Ça veut dire que d'un côté, on a un rôle où on doit leur donner les codes sociaux pour pouvoir aller plus loin s'ils veulent faire des études. Bien d'autre côté, on doit les construire en termes de compétences. Et donc, il y a une espèce de flou à l'intérieur. Voilà. Et je trouve derrière, pour aller plus loin, que si on veut que l'élève acquiert des compétences et progresse globalement, je trouve que les codes sociaux polluent, ou peuvent polluer l'action de l'enseignant dans sa pédagogie. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a Thierry qui voulait intervenir, puis je te répondrai après. Moi, ça me fait penser à tout ce qu'on fait quand on évalue des projets. Et notamment, voilà, sur des projets où on ne valide pas vraiment un résultat, mais on demande aux élèves de faire un bilan sur la façon dont ils ont conduit leur projet. Et donc après, à l'oral, on les questionne sur quelles étaient les contraintes, les difficultés, comment ça a été tourné, quels sont les éléments les plus complexes que vous avez pu prendre en compte pour aboutir à l'objectif fixé, etc. Tout ce genre de choses. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est là où on voit la capacité de l'élève à prendre du recul sur ce qu'il a vécu, à prendre un peu de distance. Sauf que la question que je me pose, c'est avec des élèves de CAPA, est-ce que c'est pas beaucoup leur demander de justement prendre de la distance et du recul? Là, il y a, avec des élèves de bac pro, on arrive à le faire, mais il faut vraiment... j'ai du mal... alors, je sais pas comment, avec des élèves de CAPA... comment répondre, à quel ordre? C'est plus compliqué, on l'a fait sur le graphe de faire l'affaire. Ouais. Et on n'a pas évalué le résultat, donc c'était l'accueil, l'animation, les différents publics.
On n'a pas évalué le résultat, on a évalué en fait le lendemain leur retour en fait, le retour d'expérience, la capacité à analyser. C'était compliqué, donc on a réussi à construire une grille d'évaluation qui était assez détaillée. Du coup on a évalué, mais c'est vrai que par rapport au bac pro, et puis aussi sur les évaluations des terminales, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a la question de l'âge, où effectivement et la question d'arriver aussi à dissocier ce qui est, on va dire, de l'impression, du sentiment de j'ai bien donné et du fait actuel, du raisonnement plus objectif. Je pense que c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est effectivement, si vous leur posez cette question-là en début de première année, alors qu'ils n'ont jamais vécu ça, et que vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont, comment ils s'y sont pris, mais on leur a jamais posé cette question-là. J'en sais rien. Par contre, si effectivement c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement en formation, ou quand ils font quelque chose, et ben vous les entraînez à prendre du recul, à regarder ce qui s'est passé, à regarder sur quoi ils ont agi, à regarder de quoi ils se sont servis, qu'est-ce qu'ils ont... c'est avec l'entraînement que vous allez aussi équiper leur raisonnement et leur capacité à prendre du recul. Je pense que c'est, pour moi, c'est un peu la même chose que l'observation. Les professionnels qui disent les élèves, les jeunes, ils voient rien. Forcément, on leur a jamais appris à regarder. Ils risquent pas de voir. Donc, non mais voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder quand on ne sait pas quoi regarder? C'est un peu compliqué quand même comme question. Je pense que c'est à peu près la même chose, quoi. Comment on peut parler de quelque... Voilà, c'est un entraînement, c'est une éducation. Et du coup, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais je ne pense pas qu'ils soient plus idiots que les autres pour y arriver. Alors après, ils n'auront peut-être pas le même niveau d'abstraction sur des situations hyper complexes, ça c'est clair, mais sur des situations qui sont de leur niveau et qui sont correctement posées, je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être un point de vue un peu naïf sur la question, mais des discussions qu'on a eues avec vos élèves de CAPA dans les établissements, globalement, ils avaient l'air équipés à peu près normalement. Hein. En réalité, sur ce que tu disais, Nicolas, sur la question de l'appropriation des codes de l'école, je sais pas si, je sais pas trop comment le dire. Effectivement, je pense qu'ils sont malins, parce que s'ils ont compris que ne rien faire pendant l'année, ça ne mettait pas en péril leur examen, c'est qu'ils ont bien compris le fonctionnement de l'école. Donc, ils auraient tort de s'en priver. Déjà. Et par contre, effectivement, sur qu'est-ce qu'on valide au bout du compte quand ils ont le diplôme, et effectivement, sont-ils compétents quand ils sortent, là, on peut se poser des questions. Ça, c'est effectivement une autre question. Donc, alors, il y a ce point-là. Puis après, je reviendrai sur la question de la notation. Oui, moi, je veux juste compléter par rapport à cette question-là. C'est que, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je crois que si l'évaluation, c'est pas quelque chose qui est inné, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille. C'est-à-dire que évaluation et formation ne font qu'un à un moment. Il ne faut pas réduire, surtout pas réduire l'évaluation au contrôle final certificatif. L'évaluation, c'est tout un travail, c'est tout un processus, tout au long de la formation, ça en fait partie. Il n'y a pas de formation sans évaluation et il n'y a pas d'évaluation sans formation. C'est un tout. Et donc, quand l'évaluateur conçoit l'évaluation dans son dispositif de formation, il doit la concevoir tout au long de la formation. Je termine. Tout au long de la formation. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a trois approches de l'évaluation, qui est celle qui est à destination, enfin, où l'évaluateur évalue effectivement l'apprenant pour lui dire voilà où tu en es, voilà comment tu peux progresser. Il y a l'évaluation de l'apprenant lui-même pour savoir où il en est, et puis il y a l'évaluation au service de l'institution qui rejoint qui est la certification. Et cette évaluation-là, ces trois types d'évaluation, s'ils ne sont pas intégrés tous ensemble au début dans la construction du dispositif, aboutissent forcément à des écarts au bout. C'est-à-dire que si quand vous ne concevez pas votre dispositif de formation en prenant en compte les codes sociaux qui normalement sont traduits dans les référentiels, ils sont là normalement. Si vous ne prenez pas en compte ça quand vous construisez l'évaluation et qu'ils arrivent effectivement qu'à la fin, eh bien évidemment que ça fait un décalage. Et évidemment qu'on ne comprend plus. Et évidemment qu'on peut parfois réussir, quand on est malin,
en se mobilisant que sur ce qu'on attend de nous au bout et en se foutant du reste. Ou inversement d'ailleurs. On peut parfaitement s'intéresser que au reste, c'est-à-dire à la construction de soi, de son métier, etc., et se foutre complètement de ce qu'on attend de nous au bout. Je crois que, je ne dis pas que c'est la solution, mais je crois qu'il faut vraiment intégrer dans la construction du dispositif de formation l'évaluation, comme en faisant partie totalement, et intégrer absolument ces trois approches-là en même temps. On ne peut pas les distinguer. On ne peut pas les distinguer. On ne peut pas dire aujourd'hui on fait de la formation, demain c'est le diplôme. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas à la fois préparer d'un côté au métier et de l'autre côté au diplôme. Ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y a pas de relation entre le diplôme et le métier? Bonjour les professionnels, ils vont être contents. Qui n'est pas complètement exhaustive. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut les distinguer. Mais distinguer, oui. Ça ne veut pas dire séparer. Ça ne veut pas dire que je les prends, que je les écarte les uns des autres. Ils n'ont aucun lien. Ce qu'il faut travailler, c'est les liens entre une évaluation certificative, une évaluation qui est une évaluation, on va dire, formative en général. Mais il faut essayer de voir quels sont les liens. Mais il faut vraiment les distinguer parce que les élèves les distinguent. Oui. Et donc, mais par contre, c'est pas le même moment, on est d'accord. On ne construit pas les liens. Voilà. Mais moi je ne parlais pas des élèves, je parlais de la construction du dispositif de formation. Si le dispositif de formation n'intègre pas la certification à sa place, n'intègre pas la fonction formatrice ou formative de l'évaluation à sa place, s'il n'intègre pas tout ça, ben effectivement, au bout, il y a des surprises. C'est à peu près logique. J'ai pas l'impression que vous soyez tant différents que ça, moi j'entends la même chose. Oui, oui, bon, on dit la même chose, mais c'est lui qui ne fait que de me contredire, de toute façon. C'est sur la notion de distinction. C'est un jeu de rôle. C'est pour l'animation. C'est pour voir si vous suivez, en fait. Pascal. Oui, justement, si c'est bien construit et en fonction des situations significatives, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi un contrôle certificatif qui se ferait tout le temps, en fait, et qui permettrait en plus de prendre en compte des progressions différentes selon les jeunes, qui pourrait mettre en avant aussi les progressions, qui seraient réalisées au cours des jeunes, etc., etc. Oui, là on va laisser parler l'inspection. Malheureusement, on a une épreuve certificative, c'est à la fin, ça peut être, on l'a vu, vous avez donné plein d'exemples, ça peut être très négatif pour certains jeunes qui vont se trouver dans des situations anxiogènes, et du coup, on en perd ce qu'on voulait faire. Donc si c'est bien construit, on peut très bien pouvoir faire ça. Oui, oui, alors, dispositif actuel, c'est ça. moi je vais pas répondre à la question, mais je vais juste donner une précision. L'évaluation, il ne faut pas non plus la réduire, je parle bien d'évaluation, je ne parle pas du contrôle certificatif en particulier, je parle de l'évaluation en général. Il ne faut pas la réduire non plus à un moment particulier pour l'élève. Le processus qui conduit à l'évaluation ou qui peut conduire, par exemple, au contrôle final, d'accord, est un processus qui se construit tout du long. Par exemple, on peut très bien confier à un élève une activité qui va permettre de le contrôler au bout, mais cette activité va se dérouler sur le temps. Dans ce temps-là, toute la gamme des fonctions de l'évaluation va jouer son rôle pour participer à la formation, pour participer à la préparation formative, formatrice, etc., de bilan, tout ce que vous voulez. Il n'empêche qu'il y a un moment ou pour des raisons complètement extérieures et qui sont nécessaires, parce que ce n'est pas le même moment, il y a un moment où on dit aujourd'hui, c'est le jour où on valide ou on ne valide pas. Ce jour-là, parce qu'il y a tout... Enfin là, je laisse plutôt peut-être l'inspection répondre, mais... C'est des épreuves terminales, donc il y a bien assez aussi du jour de famille, pour que, j'entends l'éducation nationale, où on passe des certificatifs, en plus les candidats sont prêts. Du coup, on a mieux que le candidat qui est prêt. On le fait passer tout au long de son cursus. On sait très bien qu'il y a des élèves qui ont déjà des acquis, par des SECPA, des choses comme ça. Et du coup, on est sur une évaluation qui Vous répondez Vous répondez Moi, Non, mais c'est des modèles. Là, on est sur des modèles certificatifs différents. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas le choix qui a été fait dans la rénovation du CAP. Mais là, on est bien en train de parler de la même chose, c'est-à-dire d'évaluation certificative.
en se posant la question de savoir à quel moment, à quelle modalité on met en place dans le futur de formation. Donc c'est vrai que dans certains cas, on peut imaginer qu'on certifie, c'est ce qui a été fait par exemple à l'EM sur les nouvelles compétences, où effectivement les compétences sont certifiées le jour où le jeune est prêt à la valider. Bon, pour l'instant, et c'est une question qui s'est posée, hein, ça a été débattu pendant la rénovation du CAP, de savoir effectivement si on poussait la logique qui était possible de dire à ce moment-là, c'est pour chaque jeune que l'équipe pédagogique déterminera avec lui le moment où la capacité étant acquise, on peut noter qu'elle est acquise. Pour l'instant, moi c'est vrai, quand je suis arrivée ici, c'est une de mes découvertes, quand je suis rentrée dans l'enseignement à l'école, c'est que CCF peut avoir deux traductions. Et tel qu'il est mis en place pour l'instant dans l'enseignement à l'école, au fond le CCF c'est une épreuve terminale à l'initiative de l'établissement qui fixe son positionnement dans le plan pédagogique, mais c'est un positionnement de l'épreuve terminale pour tous les élèves au même moment. Alors que CCF peut se traduire et s'est traduit à certaines époques en contrôle en cours de formation, et là il était adapté au temps d'apprentissage et d'acquisition de chaque apprenant. Voilà. Alors c'est ce que tu disais, hein, c'est que c'est aussi à un moment donné un consensus social qui pourra toujours évoluer. Pour l'instant, on a déjà réussi à supprimer par exemple beaucoup d'épreuves ponctuelles terminales, donc de type national. Ce qui ne va pas de soi en France, parce qu'on est toujours sur la sacro-sainte idée quand même que seule l'épreuve nationale terminale met tout le monde à égalité. C'est ce qu'on peut en penser quand on regarde de près les choses. Voilà, en tout cas c'est un mythe auquel beaucoup de gens sont attachés. Et donc là, il y a peu d'épreuves ponctuelles terminales, une seule. En revanche, pour le reste, on est bien, pour l'instant, hein, sur la règle énoncée d'un contrôle en cours de formation fixé par l'établissement pour tous les élèves. Après, je pense que les questions que vous posez, elles restent des questions vives sur lesquelles on peut évoluer et qui peuvent en revanche irriguer de manière très intéressante l'évaluation formative. Et donc ça, c'est à l'initiative des équipes et je pense que là, on peut faire bouger les choses. Laetitia ? En fait, moi, c'est par rapport au CCM. On est bien d'accord que de toute façon, les CCM, on parle d'épreuves terminales avec les CCM. Oui, c'est une expression que j'ai inventée. Hein, oui, mais elle est bien imagée. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, puisque dans les contrôles a posteriori, on se retrouve avec le ruban, on doit justifier que le CCM s'est bien passé à telle date. Et voilà, on est assez là-dessus. Non, mais je suis d'accord avec vous. La règle, c'est ce que disait, la règle est claire aujourd'hui, et c'est pour ça que moi j'ai fini par forger cette expression-là, parce que je trouve qu'au moins, avec ça, je les retrouve. Hein, c'est bien la contrôle en cours de formation, c'est l'établissement qui le fixe, donc il a des marges de manœuvre qui sont inscrites dans les normes, ça n'est pas plus que la marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'au général, on vous dit au premier semestre, au deuxième semestre, de la première année, de la deuxième année, et donc ces marges-là, tant que c'est dans la partie réglementaire, vous n'êtes pas maître de les faire bouger, sauf dans le cadre d'expérimentation, quand c'est validé par les autorités régionales. Mais Héloïse, qui veut intervenir ? Oui, parce que ça, c'est un frein dans la mise en place de notre dispositif, parce que j'ai des collègues qui nous disent, nous, on ne peut rien faire, on ne peut rien proposer si on n'a pas les dates de CCF. Voilà. Et on attend la note de service, parce que quand ils sont, enfin, mes collègues sont partis sur Paris pour l'information, je ne sais pas. On leur a dit qu'il y avait des notes de service qui devaient arriver, donc ils nous disent, voilà, donc on a les CCF, donc on ne peut rien proposer, tant qu'on n'a pas le cadrage. Alors, c'est vrai que là, on est dans une situation... Voilà, je crois que c'est ce que j'ai dit un peu au début, je crois que c'est très important. Il faut arriver à sortir du pilotage de la formation par l'évaluation seulement certificative externe. Par contre, il faut, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, il faut absolument... Pour s'en sortir et pour que ça soit efficace, il faut intégrer l'évaluation externe dans la conception du dispositif, et du coup, on ne retrouve plus, on a quasiment plus ce problème-là, parce que le contrôle, qu'il soit sur un jour précis, etc., si c'est intégré au départ, on a tout un dispositif de formation qui est construit avec ça, et du coup, c'est fait pour. Mais on n'a pas l'indication institutionnelle que ça doit se passer à tel moment. Donc, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, dans l'intégration d'évaluation dans notre construction d'année, on ne sait pas quoi faire.
Parce que moi j'ai fait partie d'un peu évaluer la fonte à ce moment-là. Et mes collègues m'ont dit attends 5 minutes, on n'a pas la note de CAFA, donc on ne le fait pas. Didier, et puis après je répondrai à Nicolas et on conclura. On a un peu cette idée dans le dispositif, mais là on a un frein. Oui. Didier. Est-ce qu'on pourrait pas faire de plus en plus aussi des plans d'évaluation sur 3 ou 4 ans pour justement s'adapter à la vitesse de progression des élèves? Oui, CAP en 4 ans. Un CAP en 4 ans. On a investi dans des plans d'évaluation qui sont à plus de 2 ans, c'est déjà. Et d'en faire de plus en plus, effectivement, pour s'adapter à la vitesse des élèves, des de progression des élèves. Ça, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Alors moi je voulais juste répondre à Nicolas tout à l'heure sur la question de la notation. Est-ce qu'il faut supprimer les notes? Pour moi c'est un faux problème. Oui. C'est un faux problème la question de supprimer les notes, parce que la question c'est qu'est-ce que vous faites comme retour à l'évalué? Que ça soit sous forme d'une note. Alors si la note ne veut rien dire, c'est clair qu'on peut peut-être la supprimer. Mais que ça soit sous la forme d'une couleur ou sous la forme de... Voilà, ça dépend pour moi, ça dépend vraiment de la façon dont on pense l'évaluation. Et qu'on le rende sous forme d'une note, sous la forme d'un tableau de couleurs, qu'on le rende sous... Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment la façon dont on le pense. On a quand même vu en expérimentation un lycée réussir à mettre en place un système d'évaluation sans notes, avec des compétences qu'ils étaient allés sortir du chapeau dans le meilleur des cas. Aucune référence au référentiel professionnel, je ne sais pas pourquoi ils existent là, aucune référence à rien, et au bout d'un moment, les compétences, elles étaient en couleur, vert, orange, rouge, on ne va pas sortir de la tradition, et quand même, parce qu'ils étaient quand même pas bien sûrs que ça soit suffisamment fin, ils avaient mis 1, 2, 3 sur chaque niveau de couleur, et ils arrivaient à faire des moyennes de compétences. Ouais. Alors là, je suis pas sûre que la question, ça soit la question de la notation, mais je pense que c'est vraiment la question de ce qu'on retourne. Qu'est-ce que ça dit de ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce que ça dit de ce qui a été fait? Voilà, quand on met 2 points en moins parce qu'on ne sait pas écrire son nom, qu'est-ce qu'on a regardé dans l'évaluation? On a regardé comment il avait progressé, ou on a juste sanctionné quelque chose, on ne savait pas quoi? On a mesuré ou on a apprécié? Mesuré ou on a apprécié, comme dit Eric. Qu'est-ce que quand on met une appréciation sur une copie ou sur un bulletin, qu'est-ce qu'on transmet? Sa mauvaise humeur du moment? Sa bonne humeur du moment? Ou est-ce qu'on transmet quelque chose qui permet à la personne en face de progresser? Ou on a juste mesuré avec un étalon? Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont derrière le retour de l'évaluateur. Donc il y a Nadine et puis Didier. Oui, Nicolas. Moi, je rejoins exactement ce que tu disais. J'allais dire, ce qui est important pour moi, c'est l'appréciation. Il ne faut pas faire effectivement en fonction de sa bonne humeur ou de sa mauvaise humeur. Mais c'est moi ce qui me tue quand je vois des collègues qui mettent une appréciation vraiment très, très négative, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ça, je trouve ça beaucoup plus grave que la note. C'est très méchant. L'important, c'est l'appréciation, même si la copie n'est pas terrible, même si on a l'impression qu'il n'a pas poussé, c'est l'encouragement dans l'appréciation ou la petite chose qui va faire. Et pour moi, c'est l'appréciation qui est le plus important. Ce qu'on a vu tout à l'heure est de l'ordre du jugement de valeur. Et ça, il y a une éthique à tenir dans ce métier-là, et dans l'évaluation, il y a une éthique à tenir. Il y a une éthique à tenir. Pas de jugement, en fait. La note, elle dit, elle sanctionne. Bon, après, il y a les histoires des 2 points que tu mets pour ce qui est en plutôt, effectivement, qu'il y a la signification. La note, c'est un chiffre qui sanctionne quelque chose. L'appréciation, elle reste effectivement sur l'aspect, sur le jugement, sur... Non. C'est quelque chose de clair. Non. L'appréciation, justement, il ne faut pas qu'elle soit dans le jugement de valeur. On est bien d'accord. L'appréciation, elle se fonde sur des critères. La note aussi. Mais là, ce qui était frappant tout à l'heure, c'est que souvent, la note portait en gros sur l'objet, le travail, ce qui est logique, alors que la plupart des appréciations portaient sur l'individu. C'est-à-dire qu'il y avait un dérapage à un moment, à la limite que le devoir soit nul quand il a 0, et dire c'est la audace. Oui, c'est le devoir qui est nul, c'est pas la personne. Tel que c'était écrit, à un moment, c'est plus le devoir qui est nul, c'est l'individu. Et donc, c'est logique que la note, avec des critères clairement établis et communiqués, donne une valeur à la production, mais le commentaire, lui, doit en mots
compléter la chose, mais toujours sur la même production. Et c'est vrai que là, il y avait des formules, vous voyez bien, où il y avait un glissement qui était évidemment grave pour les individus, puisqu'à un moment, c'était plus le devoir qui était fait, c'est la personne par le cas, tel que c'était rédigé. Ça, c'est très important, parce que même quand on dit un truc qui est insupportable, c'est pas l'élève qui est insupportable, c'est l'attitude qu'il a à ce moment-là. Oui, on n'a pas eu le temps, il aurait fallu parler de la posture de l'évaluateur, etc. Mais il y avait une Didier qui voulait intervenir, Nicolas, et après on arrête. Simplement pour compléter ce que tu disais, au-delà de ce qu'on inscrit, que ce soit sur une note, que ce soit sur une appréciation même, sur les exemples que vous donnez, ils sont caricaturaux de cas, mais ils sont extraits d'un contexte qui est la relation qui existe entre l'enseignant et l'apprenant, et cette relation et l'intentionnalité qui existe dans la façon de noter est aussi importante quasiment que, on parlait de différence entre résultat et processus, que le résultat et la note. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous pouvez imaginer un enseignant qui est dans un processus qui a mis en place une intentionnalité positive de progression pour les élèves, va parfois mettre des appréciations, va peut-être mettre des choses qui peuvent paraître sèches, mais elles s'inscrivent dans le contexte relationnel mis en place avec la classe. Et vous avez, si on prend des éléments factuels, on peut voir des choses qui peuvent paraître totalement anodines sur des appréciations, mais qui, compte tenu du contexte qui existe entre la classe et les apprenants, vont être prises de façon très dure par les apprenants, parce que la relation et l'explication s'est rompue entre l'apprenant et l'enseignant. Et du coup, cette intentionnalité, qui est quelque chose qui peut paraître abstrait, est quelque chose de déterminant dans la façon dont on évalue les gens. C'est-à-dire, quand on les évalue, est-ce qu'ils sentent qu'on est suffisamment proche d'eux pour que ça soit positif pour eux? Nicolas, et puis après on arrêtera. L'intervention, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais souligner tout à l'heure, c'est que je ne suis pas sûr que la note pour moi représente aujourd'hui juste un code social. Elle représente juste un code social. Mais je ne suis pas sûr que le code social permette à l'élève de prendre conscience des progrès qu'il a fait, des compétences. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Souvent, il me semble que la distinction doit pouvoir se faire parce que vous avez des élèves qui passent le bac en ce moment. J'ai eu la mention bien. Voilà. J'espère avoir la mention bien, ou j'espère avoir ceci. Et moi, ça m'interpelle souvent sur, bah ouais, il peut répondre à ce code, il peut avoir la mention bien, mais c'est-il exactement ce qu'il a? Et il me semblait que faire cette distinction avec ce code social qui pervertit en réalité la notion de formation. Parce que l'évaluation, elle est en nous, c'est un instinct. Hein. On évalue, on s'évalue. C'est dans notre. C'est instinctif en réalité. Voilà. Et je trouve qu'il faudra arriver à faire cette distinction. Ouais. Il faut les manger là. C'est ce que j'essayais de dire. Hein. On va manger. Merci.